J'apprécie cette solidarité et je lui fais savoir. Cette proposition règle tous les problèmes en suspens. Je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, mais puisque nous devons vivre ensemble quelque temps encore, il est préférable de se connaître. Celui qui a fait montre d'un sang-froid et d'un courage exemplaire en transportant le mort jusqu'à la grotte s'appelle Rachid. Notre interlocuteur, celui qui a couvert notre fuite et qui parle l'arabe, se prénomme Yahya. Quant au malheureux défunt, c'est le frère de Rachid. En l'apprenant, je reste admiratif devant cet homme qui a transporté son frère, sans défaillir, jusque dans cette grotte. Une telle abnégation force le respect. La première tâche qui nous incombe consiste à ensevelir le mort. Faute de pouvoir l'enterrer auprès des siens, selon la coutume, nous devons quand même lui donner dignement les derniers sacrements. La décision de l'inhumer en cet endroit perdu nous coûte beaucoup. Mais c'est ce que nous pouvons faire de mieux. La priorité est accordée à cette tâche et nous mettons à l'ouvrage. Rachid dégage de la réserve de bois une couverture dont il déballe le contenu. Il y a là des pelles provenant de l'armée française, deux haches de tailles différentes et une scie à bois. Ce petit matériel coûteux est entreposé en permanence dans cette grotte. J'en conclus que cet endroit doit recevoir des visites fréquentes. Munis chacun d'une pelle, Rachid et moi partons à la recherche d'un endroit convenable pour enterrer le mort. Yahya demeure à la grotte afin de préparer le défunt. Nous n'avons pas marché longtemps. À quelques minutes seulement de là, près de la falaise, se trouve un espace dégagé qui nous convient parfaitement. Après avoir déblayé la neige sur une large surface et choisi l'endroit exempt de grosses pierres, chacun creuse à son tour. Le sol est dur et la terre gelée en profondeur. J'apprécie la facilité d'utilisation de cet outil. À chaque coup, la pelle s'enfonce bien dans la terre pétrifiée par le froid. L'unique inconvénient réside dans la petite quantité que nous enlevons à chaque fois. À 1 mètre de profondeur, la pelle heurte la roche. Notre tâche est terminée. Nous retournons à la grotte. Durant notre absence, Yahya a bénéficié du temps nécessaire et le mort est prêt. Nous improvisons une brève cérémonie religieuse, puis transportons le corps pour son ultime voyage. Le malheureux est enterré humblement. À partir de cet instant, le destin de cet homme ne nous appartient plus. Misérable destin qui a voulu que je le côtoie plus longtemps mort que vivant. Je ne connais rien de lui, rien qui aurait pu adoucir ma peine. J'aurais préféré ne jamais le rencontrer. Si cela avait pu lui éviter cette fin tragique et absurde. La nuit tombe, la fraîcheur s'accentue. Nous reprenons le sinistre chemin du retour. Personne n'a le cœur à manger. Dominés par la pensée de la mort, nous n'avons rien à nous dire. L'amertume et la tristesse nous inspirent peu. Nous nous couchons très tôt. Cette nuit-là, le corps de la belle Yasmina, des chiens perdus, vient habiter mes rêves. Les jours suivants sont pour nous l'occasion de nous remettre de nos émotions et de supprimer les traces de la fatigue. La convalescence de Samir se déroule normalement, excepté son état d'esprit. Il sombre par moments dans de longues phases de prostration. Lorsqu'il s'y trouve plongé, plus rien de ce qui l'entoure n'existe. Il semble être sous l'influence de forces mystérieuses qui n'ont de cesse de le soustraire à notre monde.
Sans raison apparente, un esprit malin s'assure du contrôle de son âme et le conduit on ne sait où dans les ténèbres. Il lui arrive de s'entretenir paisiblement avec des interlocuteurs visibles de lui seul. Des discussions aussi interminables qu'incompréhensibles s'engagent sans que nous les ayons le pouvoir de nous y mêler. Samir fait peine à voir. Sachant qu'il a été soumis à de rudes épreuves, je n'y prête guère attention. Ce qui me tourmente en revanche, c'est la fréquence de ces crises. Elles augmentent au fur et à mesure que le temps passe. J'espère que son inaction forcée y est pour quelque chose. Aussi je n'hésite pas à lui parler des heures durant dans l'espoir d'écarter ses mauvaises pensées. J'ai la nette impression de parvenir à l'éloigner de ce mauvais coup du sort. Il retrouve sa bonne humeur d'antan et son jugement ne paraît plus altéré par des propos déconcertants. Je suis confiant car j'espère que le retour au douar achèvera sa guérison. Rachid est un homme énigmatique. C'est le genre de personne qui n'éprouve aucun besoin de communiquer avec son entourage. Quel que soit le moment de la journée et quelles que soient les circonstances, il affiche toujours un visage fermé, caractéristique des gens qui rêvent éveillés. Il n'y a aucune méchanceté en cet homme avec lequel il est impossible de s'entretenir. Il ne parle pas, ou si peu, que chaque phrase prononcée par lui est pour moi un événement mémorable. Il est surprenant de vivre avec quelqu'un d'aussi détaché. Par exemple, pas une seule fois je l'ai entendu faire allusion, ne serait-ce que brièvement, à la mort de son frère. À croire que ce dernier n'a existé que dans mon imagination. Il possède cette étrange faculté de se faire oublier des vivants. Ce comportement rend sa compagnie bien singulière. Et pourtant, il ne doit pas être plus âgé que moi. Chaque matin, il part pour de longues randonnées en solitaire et ne revient que tard dans la soirée. Il est impossible de lui soutirer le moindre renseignement sur l'objet de ses sorties ni sur les lieux qu'il visite. Toujours est-il qu'il sait se rendre utile. Il rapporte des victuailles en quantité et j'apprécie, comme il se doit, le gibier qu'il ramène. Une fois, il s'absenta durant 2 jours sans prévenir quiconque. Pas même Yahya n'en devina la raison. Il me dit simplement que nous n'avions aucun souci à nous faire car nul mieux que lui ne connaît ces montagnes. Et c'est dans son habitude de partir ainsi. Rachid revint avec 3 mulets dont l'un était chargé de provisions. Notre curiosité fut à son comble, mais il ne jugea pas utile de nous parler. Lors du repas, il fit un visible effort surhumain pour dire à Yahya « Tu as le bonjour de ta famille ». Il venait de parler pour les 2 jours durant lesquels il s'était absenté. C'est ainsi aussi qu'on apprit où il était parti. On ne sut tout de même pas pourquoi il avait ramené 3 mulets avec lui. Sachant qu'il ne dirait rien d'autre, personne ne lui en demanda davantage. Et il oublia notre présence. Un jour, tout de même, je me décide à lui demander s'il veut bien accepter ma compagnie lors de sa randonnée quotidienne. Ni enthousiaste, ni embarrassé, il accepte ma proposition et je le suis sur le chemin de l'aventure. Yahya, incrédule, nous regarde partir en se demandant certainement de quelle façon je m'y suis pris. Comme je l'ai déjà dit, Rachid en société est discret, pour ne pas dire inexistant. Pour des raisons qui me sont inconnues, il n'apprécie pas de vivre en groupe. À l'inverse, il se retrouve dans son élément naturel dès qu'il franchit les portes de la collectivité. Les montagnes semblent parfaitement se substituer à la communauté. Et là, dans ces immenses étendues délaissées par les hommes, je découvre un autre personnage. Je suis si étonné de l'entendre parler, contrairement à son débit habituel, que j'ai l'impression d'écouter un flot de paroles ininterrompu. Je pensais à un moment avoir affaire à quelqu'un de particulièrement bavard.
Bien entendu, il n'en est rien. Sa réputation d'homme des montagnes est sans doute largement au-dessus de la vérité. Il est véritablement hors du commun. La montagne est sa résidence naturelle. Il s'aventure allègrement dans des endroits dont j'estime la traversée impossible. Poursuit son chemin sans être plus incommodé que moi sur une route. Il évolue sans geste inutile et avec l'habileté d'un animal sauvage. À côté de lui, j'ai le sentiment d'être un handicapé. Je le suis tant bien que mal parmi les broussailles et les rochers. J'essaie péniblement de l'imiter. Mais ce diable de bonhomme n'a pas besoin de réfléchir, alors que moi, je suis contraint de combiner 2 tâches à la fois, l'imiter et tenter de le suivre. Et ce n'est pas une mince affaire, surtout lorsque le vide s'étale à mes pieds. Rachid est remarquablement méthodique et efficace dans tout ce qu'il entreprend. Je le vérifie sans peine lorsqu'il pose des pièges fabriqués avec 3 fois rien. Connaissant les habitudes des animaux qu'il a eu longuement le loisir d'observer, il choisit des emplacements étonnants pour dissimuler son arsenal. Installés minutieusement et camouflés à souhait, ces pièges rudimentaires deviennent des armes redoutables contre les animaux. Il veut me faire partager les joies et son amour de la montagne. Il prend un soin particulier à m'expliquer quantité de choses. Mais malgré ma bonne volonté, je ne parviens toujours pas à le comprendre. La barrière de la langue s'avère bien souvent insurmontable. Ce problème ne le dérange pas outre mesure. Il repart de plus belle en essayant d'associer les gestes à la parole. Parfois même, il mime ce qu'il a envie de me faire comprendre. À la longue, il me fait pourtant saisir l'essentiel. La suite demain. N'hésitez pas à vous abonner à la même heure.